j'appelle la communication suivante, c'est M. Rousseau, qui de Dijon. Récidive après résection pour cholangiocarcinome intrahépatique, développement et validation externe d'un modèle pronostic préopératoire et post-opératoire. Bonjour à tous, monsieur le modérateur, chers maîtres, chers collègues. Donc, moi, je suis chef de clinique dans le service de chirurgie digestive au CHU de Dijon. Donc, je vais vous présenter ce travail qui a été récemment publié dans le JACS et qui portait en fait sur les récidives après résection pour cholangiocarcinome intrahépatique et plus particulièrement sur le développement et la validation de modèles prédictifs préopératoires et post-opératoires. Donc, le cholangiocarcinome intrahépatique, c'est une tumeur maligne primitive développée à partir de l'épithélium biliaire, en l'occurrence intrahépatique. C'est une tumeur rare, mais qui représente quand même 10% des tumeurs malignes primitives du foie. La chirurgie, c'est le seul traitement curatif, associé avec des taux de survie global à 5 ans, entre 20 et 30%, jusqu'à 35% dans certains centres en particulier. Il y a des modèles pronostiques qui sont connus, utilisés en pratique clinique. Le problème majeur, c'est la récidive, c'est-à-dire que même avec un traitement curatif, 60 jusqu'à 80% des patients récidivent, le plus souvent en intrahépatique, en général dans un court délai de 24 mois après chirurgie, et on n'a pas vraiment moyen de prédire qui va récidiver, à quel endroit et quand. Il n'y a pas de modèle vraiment utilisé, enfin déjà qui est publié et utilisé en pratique. Et il faut savoir que les récidives, en général, il n'y a pas de traitement curatif possible et les patients décèdent rapidement après récidive. Donc pour s'intéresser à ce problème, on a utilisé deux cohortes rétrospectives que je vais détailler un peu plus tard. Elles incluaient tous les cholangiocarcinomes réséqués à visée curative, donc étaient exclus les résections palliatives type résection R2, carcinose, et les patients décédés à 90 jours post-opératoires. L'objectif, je l'ai dit, c'était de développer et de valider des modèles préopératoires et post-opératoires prédisant la récidive, et en particulier la récidive à 24 mois. On a utilisé deux cohortes. La première, c'est une cohorte de développement, dans laquelle on développait les modèles par une technique de recursive partitioning. Recursive partitioning, c'est une technique statistique un peu particulière, qui est au final assez ancienne, qui était plutôt utilisée pour le développement d'arbres décisionnels dans les stratégies de marketing, un peu moins utilisée en médecine. Là, ça a été un petit peu remis au goût du jour pour en fait mettre en place non pas des arbres décisionnels, mais des arbres pronostiques. Donc c'était une cohorte monocentrique américaine du Memorial Sloan Kettering Cancer Center sur laquelle j'ai travaillé entre autres pour mon Master 2. Et il y avait 189 patients. Une fois les scores développés, on a cherché à les valider dans une cohorte externe, multicentrique, cette fois française, la cohorte de l'Association française de chirurgie, 522 patients. Donc quand on regarde les cohortes, elles étaient sensiblement comparables. Peut-être il y avait sensiblement plus de patients de sexe féminin dans la cohorte américaine, plus d'hépatectomie majeure dans la cohorte française. Les tumeurs, même chose, étaient assez comparables. Les caractéristiques tumorales, il n'y avait pas de différence, mis à part pour les marges de résection, où il y avait 80% de résection complète R0 dans la cohorte américaine versus 70% dans la cohorte française, donc peut-être des patients plus sélectionnés dans la cohorte monocentrique américaine. Un élément important qui sera un point de discussion à la fin, c'est que dans les deux cohortes, il y avait seulement 50% des patients qui avaient eu en fait un curage ganglionnaire. En termes de survie, les survies étaient pareil, les mêmes, 48 mois de médiane de survie globale dans la première cohorte, 49 mois dans la deuxième. Même chose pour les survies sans récidive. On voyait que parmi les patients qui récidivaient, 85% et 90% dans l'autre cohorte récidivaient dans les 24 premiers mois. On a aussi regardé les profils de récidive, et ce qu'on voit là, dans la colonne de gauche, donc c'est les survies, les récidives avant 24 mois, on voyait que 80% des gens ils récidivent en fait en intrahépatique, quelque chose qu'on savait déjà plus ou moins, soit en intrahépatique isolé, soit en bleu associé à un site extrahépatique. Chose nouvelle par contre, les patients qui récidivent plus tard, on voit là quasiment 2 tiers, plus de 60%, récidivaient dans un site extrahépatique isolé, souvent l'os ou le poumon. Donc il y avait des profils de récidive significativement différents en fonction du temps.
Donc ce qui nous intéressait, c'était les modèles. On va commencer par le modèle préopératoire, c'est-à-dire les données qu'on a avant la chirurgie. La plupart, c'est des données sur l'imagerie. La taille tumorale et la multifocalité tumorale étaient des facteurs indépendants pronostiques, donc de survie sans récidive. On a utilisé donc ces deux variables pour créer en fait cet arbre pronostique. On obtenait deux groupes. Un groupe à faible risque de récidive et de récidive à 24 mois et une médiane de survie sans récidive de 31 mois. C'était les patients avec une tumeur unique, plutôt de petite taille. A l'inverse, les patients qui avaient une maladie multifocale ou une maladie de taille plus importante, il y avait un cut-off qui était défini dans cette cohorte de 7,5 cm, c'était le groupe des patients à haut risque, 72% de risque de récidive à 24 mois, une médiane de survie de 12 mois. Donc on a appliqué ensuite ces groupes dans la cohorte externe et on obtenait deux groupes significativement différents en termes de survie sans récidive. Le groupe à haut risque avait une médiane de survie sans récidive de 13 mois, le groupe à faible risque 26 mois. Et quand on s'intéressait à la survie globale, même chose, on obtenait 24 mois de médiane de survie globale dans le groupe à haut risque, contre 56 mois dans le groupe à faible risque. Le modèle post-opératoire maintenant, qui est lui essentiellement basé sur l'anatomopathologie de la tumeur. Donc même chose, en analyse multivariée, on obtenait des variables pronostiques au final qu'on connaît déjà. La taille tumorale, la multifocalité tumorale, l'invasion vasculaire et l'invasion ganglionnaire. Et donc, a été développé cet arbre pronostique un peu plus, on va dire, complexe puisqu'il y a plus de variables. On obtenait trois groupes. Le groupe à haut risque, donc de récidive à 24 mois, 81%, une médiane de survie sans récidive de 9 mois, c'était les patients en fait, avec un envahissement ganglionnaire. A l'inverse, le groupe à faible risque, de récidive à 24 mois, 22%, une médiane de survie sans récidive de 48 mois, c'est les patients avec une tumeur unique, plutôt de petite taille, sans invasion vasculaire, et puis on identifie un troisième groupe à risque intermédiaire, 59% de risque de récidive à 24 mois, une médiane de survie sans récidive de 18 mois. Et donc, quand on appliquait cet arbre pronostique dans la cohorte de validation, même chose, on obtenait trois groupes significativement différents. Le groupe à faible risque, à haut risque avait une médiane de survie sans récidive de 9 mois. Le groupe à risque intermédiaire avait une médiane de survie sans récidive de 18 mois. Et le groupe à faible risque avait une médiane de survie sans récidive de 45 mois. Même chose pour la survie globale, dans la même cohorte de validation. 18 mois de médiane de survie globale dans le groupe à faible risque, contre 48 mois dans le risque intermédiaire, et puis une médiane non atteinte dans le groupe à faible risque. Alors après un suivi de plus de 5 ans. Donc au total, a été mis au point des modèles prédictifs de récidive qui permettent de stratifier les patients en groupes à risque bien distincts. On pouvait le faire soit en préopératoire, soit en post-opératoire. C'est des modèles qui ont été validés de manière externe, donc ça veut dire qu'on peut les appliquer en pratique clinique avec une certaine fiabilité. Et puis l'intérêt nous on a choisi le recursive partitioning pour mettre au point des arbres, c'est qu'ils sont assez simples d'utilisation. C'est assez simple de mettre un patient dans une case, alors que maintenant il y a les nomogrammes qui sont assez en vogue, qui sont le plus souvent d'ailleurs pas validés et qui sont quand même plus compliqués à mettre en place en pratique clinique. Donc c'est l'intérêt des modèles que je viens de vous présenter. Maintenant, ça soulève deux questions, notamment comment on adapte ces résultats à la prise en charge actuelle. Ça rejoint un petit peu la discussion de tout à l'heure, savoir et puis ensuite faire. Là, on a vu que les patients avec un envahissement ganglionnaire, c'est des patients à haut risque de récidive. On a vu médiane de survie sans récidive 9 mois, 80% de taux de récidive à 24 mois. Donc ça rejoint les recommandations qui ont été faites très récemment. Maintenant, tout conjonction intrahépatique, il faut réaliser un curage hépatique systématique. Là, ça pose même la question de l'extemporané. C'est que, ok, il faut faire un curage à ces patients-là.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une extemporanée? Est-ce qu'on résèque ces patients quand on voit leur pronostic? Est-ce qu'on a aussi quelque chose à leur proposer à la place? Voilà, cette étude n'a été pas faite pour répondre à cette question, mais la question est ouverte. L'autre question, c'était les modalités du traitement périopératoire. C'est des patients à haut risque de récidive. On a vu que la plupart récidivaient dans le foie. Est-ce que la chimiothérapie qu'on propose actuellement, la chimiothérapie systémique, elle fonctionne? Il y a un essai de la Fédération française de cancérologie digestive qui vient de terminer, c'est Prodigy 12, qui est négatif, qui montre qu'il n'y a pas d'intérêt à faire une chimiothérapie systémique. Donc est-ce qu'il faut leur proposer une chimiothérapie intra-artérielle hépatique? Et puis pour finir, quelques limitations quand même, outre son caractère rétrospectif, il manque, je pense, dans ce travail, les signatures moléculaires pronostiques. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue maintenant. Et il y a des signatures qui ont été publiées récemment pour le cholangiocarcinome intrahépatique. Et la suite de ce projet, c'est d'implémenter ces signatures moléculaires dans les modèles, notamment dans le modèle post-opératoire, éventuellement pré-opératoire pour une biopsie. Et c'est un travail qui est donc en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette communication très intéressante. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Comment est-ce que vous expliquez que dans les deux cohortes qui ont servi à faire le choix de Catherine et celle de l'Association française de chirurgie, il y ait aussi peu de curage ganglionnaire, alors que finalement ça apparaît comme un élément très important? Je pense que la raison elle est assez simple. C'est que en fait, jusque maintenant, ce n'était pas recommandé en pratique clinique, c'est-à-dire qu'on regarde les guidelines, soit du TNCD en France, du NCCN aux États-Unis. Il n'y a pas de recommandation pour le faire. Et en fait, c'était plutôt, on va dire, à la discrétion du chirurgien, basé sur les imageries préopératoires, les constatations péropératoires. Mais il n'y a pas de recommandation forte pour faire le curage, et même pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce curage, à part faire du staging quand on pense qu'il envahit. Mais c'est la raison principale. Et maintenant, il y a de plus en plus de recommandations basées sur tous des avis d'experts, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça c'est un travail aussi qui confirme. C'est qu'il faut faire le curage. Maintenant, on n'a pas la réponse non plus. Est-ce qu'il faut réséquer les gens qui ont un curage en réalité? Donc la recommandation va changer. Oui, alors justement, dans ce même domaine, moi j'ai une question, parce que effectivement 50% seulement des malades, que ce soit dans l'une ou l'autre des cohortes, avaient un curage. Mais la question que je me pose, et peut-être y avez-vous répondu, c'est est-ce qu'il y avait une corrélation entre le curage envahi, enfin, c'est-à-dire un envahissement ganglionnaire, et d'autres facteurs comme la taille de la tumeur, comme sa diffusion, qui, à ce moment-là, s'il y a une forte corrélation, ceci vaut cela. C'est-à-dire, à contrario, chez les malades qui ont une petite tumeur, etc., il n'y a peut-être pas besoin de faire de curage. En d'autres termes, les curages n'ont pas été faits plutôt dans les cas, ce qui est devenu les bons cas, ou plutôt dans les cas avancés. C'est ça la question. Parce que s'il y a une corrélation, au contraire, vous avez déjà la réponse. Il ne faut peut-être pas la faire dans tous les cas. Oui. On n'a pas regardé spécifiquement à qui avait eu un curage. Ce qui est sûr, c'est que l'envahissement ganglionnaire, il était associé à la taille tumorale, on a en préopératoire, à l'invasion vasculaire, ça on l'a en post-opératoire, et donc probablement que les curages étaient faits aussi en cas de grosse tumeur, ça veut dire que ça amène que... Et l'autre chose, on a voulu voir avec l'imagerie préopératoire, et là malheureusement on n'avait pas de corrélation, c'est-à-dire que même les gens qui n'avaient pas forcément un envahissement ganglionnaire évident ou suspecté sur le scanner ou l'IRM, ces gens-là, ils pouvaient quand même avoir un envahissement ganglionnaire. Voilà. Oui, un petit mot pour féliciter Alexandre qui a été interne en service pendant 6 mois pour l'immobilité avant de partir aux États-Unis, et pour confirmer que la série d'AFC qui a un gros impact puisque c'est une série très importante, elle est rétrospective et puis elle est multicentrique. Alors quand on connaît les biais de recueil, en particulier dans le cadre de l'AFC, ce n'est pas une méthodologie qui est ultra contrôlée. Je veux dire, il ne faut pas trop tirer de conclusions par rapport à ça.
Mais il est vrai que la recommandation du curage ganglionnaire par la chirurgie hépatique, c'est pas quelque chose qui était encore très présent à l'époque du questionnaire de l'AFC. La deuxième chose, c'est plutôt une question. Tu as parlé de la chimiothérapie intra-artérielle. Alors, c'est quoi? C'est un effet de mode? Il y a des travaux actuellement qui orientent vers ça? Alors, je ne sais pas s'il y a un effet mode, mais en tout cas, moi je suis sûrement biaisé, c'est que dans le Memorial Sloan Kettering, il y a un essai adjuvant en cours déjà, pour les gens non résécables, ils le font depuis plusieurs années, et là il y a un essai en cours depuis 2 ans où ils incluent les gens, en fait, ils les résèquent et ils les mettent tous en phase 2, ils mettent tout le monde sous chimiothérapie intra-artérielle. Un peu basé sur, puisque moi ça a commencé peu de temps après qu'on ait commencé le travail et qu'on se soit rendu compte de ça. C'est sûrement quelque chose qu'ils avaient observé, c'est que en fait la plupart des gens ils récidivent en intrahépatique et que la chimiothérapie systémique elle est limitée. Et donc de toute façon, de manière globale, pour les cancers des voies biliaires, il n'y a aucune chimiothérapie qui marche systémique. Donc qui marche vraiment. Donc eux ils sont passés à ça et peut-être qu'en France on va s'y mettre. J'avais un petit commentaire sur l'imagerie. Je crois quand même que le progrès va venir d'une meilleure imagerie, en particulier pour la lésion vasculaire et puis les lésions millionnaires. Puisque là, on a quand même des facteurs post-opératoires pronostiques, c'est pas très intéressant. Et mon deuxième commentaire et question, c'est que vous avez signalé qu'il y avait un grand espoir dans les signatures génétiques. Est-ce qu'à notre connaissance actuellement, dans les cancers du foie en général, il y a beaucoup de choses, beaucoup de marqueurs avec des signatures génétiques qui ont été validées? Il me semble qu'il n'y en a qu'une dans le CHC, par une équipe française. A-t-elle été validée? Je ne crois pas. Voilà. Et d'ailleurs, on s'en sert pas vraiment en pratique pour le moment. Et pour revenir à votre commentaire sur l'imagerie, on a travaillé sur la texture tumorale en scanner. C'est basé sur l'analyse des pixels. Et en fait, on a trouvé une corrélation, pas avec l'invasion vasculaire, mais avec l'expression des tumeurs de certaines mutations type EGFR. Voilà. Donc ça, peut-être que c'est aussi l'avenir de pouvoir en fait avoir une analyse de la tumeur sans avoir la tumeur encore, comme une biopsie mais non invasive. Bien, merci beaucoup. On va passer à la communication suivante.